Déjà là, professeur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des réalités insaisissables. Peut-être nous allons parler de la métaphysique. Nous allons interroger la métaphysique. Comment interroger une réalité qui n'est pas perceptible? Oui, elle n'est pas perceptible, certes, par les organes de sens, mais vous savez très bien Oui. que l'ordre de ce qui est ne se réduit pas à ce qui fait l'objet d'une perception sensorielle. C'est vrai. Donc le cours s'intitule l'interrogation métaphysique et c'est un axe majeur, ça veut dire quoi? C'est un élément important dans la mise en place du programme de philosophie. Parce qu'on a l'habitude de montrer que même si toute la philosophie n'est pas que métaphysique, mais pour l'essentiel, c'est par la métaphysique que la philosophie trace la frontière qui la sépare des connaissances dites objectives. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de métaphysique, on parle de Dieu, on parle de l'âme, on parle de la liberté, on parle de la destinée. Bref, on envisage des perspectives qui ne sont pas celles des connaissances scientifiques et objectives de façon générale. Et qu'est-ce que la métaphysique? Oui, qu'est-ce que la métaphysique? Si on fait l'approche étymologique du terme, Oui. chacun sait qu'il y a le mot grec méta, ta, physika. Méta qui signifie qui est au-dessus, et donc physica qui est au-dessus de la physique. Donc physique, ça renvoie aux réalités d'ordre matériel perceptibles par nos organes de sens. Donc quand est-ce qu'il y a discours métaphysique? C'est lorsque l'objet sur lequel nous pensons échappe à la possibilité d'être perçu par les organes de sens. C'est d'ailleurs une définition, par exemple, qui lui est donnée par quelqu'un qui s'appelle Arthur Schopenhauer, disant, j'ouvre les guillemets, j'entends par métaphysique toute connaissance ayant la prétention de dépasser le cadre de l'expérience. Fin de citation. Et quand Arthur Schopenhauer dit « j'entends par métaphysique toute connaissance ayant la prétention de dépasser le cadre de l'expérience », dépasser le cadre de l'expérience, ça veut dire encore une fois que nous ne sommes plus en contact avec des réalités matérielles, mais nous envisageons des objets qui ne peuvent être perçus par nos organes de sens. Oui. Maintenant, de manière générale, on pourra donc dire que la métaphysique, c'est une réflexion philosophique, mais sur la condition humaine en général, sur le sens, sur l'origine et les finalités de l'action humaine. Mais il devrait être bon, Pape, de rappeler que quand même, le premier grand système métaphysique, nous le devons acquis à quelqu'un qui s'appelle Platon. Oui. C'est chez Platon. On parle même de la métaphysique platonicienne. La métaphysique platonicienne. Or, la philosophie de Platon en général, comme sa métaphysique, elle est articulée à ce qu'on appelle en grec du chorisme, ça veut dire une sorte de coupure. Vous le connaissez, en deux ordres de réalité. Une réalité intelligible et une réalité sensible. Et donc, dans la perspective de Platon, on ne peut penser métaphysiquement qu'à la condition de procéder à cette élévation spirituelle par laquelle nous partons du sensible, mais simplement vers l'intelligible. Les deux mondes sont caractérisés en termes très clairs chez Platon. Le sensible, celui dans lequel nous séjournons, est celui du devenir. Ça veut dire quoi? Il est placé sous le signe de la génération et de la corruption. Donc il dit que c'est des réalités qui sont passagères, éphémères, sans durabilité, sans consistance. Pourquoi? Mais parce que soumises à un flux et à un changement permanent. Par opposition donc à ce monde de l'instabilité chronique, il y a l'ordre du sensible, qu'il appelle le monde des idées, qu'il appelle le monde des essences, qu'il appelle le monde des formes pures. Idées, essences, formes pures, c'est pour montrer la différence avec ce qui appartient à l'ordre sensible. Et c'est pourquoi chez Platon, penser métaphysiquement, comme je vous l'ai dit, suppose une forme de catharsis, par lequel, comme nous avons dit, nous nous détournons de tout ce qui relève du sensible pour nous élever à la hauteur de l'intelligible. C'est d'ailleurs le sens dans lequel il faut comprendre sa fameuse définition de l'acte de philosopher, mais comme apprentissage de la mort. Oui. Il s'agit de mourir au corps. Et c'est cette mort, entre guillemets, au corps qui permet, entre guillemets, à l'âme de s'élever à la hauteur de la méditation et de la réflexion. Mais elle est un peu spirituelle, la métaphysique. Si on interroge un peu ce qui est à l'origine de quelque chose, on est surtout dans le domaine du spirituel. Est-ce vrai ou faux? Mais c'est absolument vrai, vous avez raison. Parce que ce que l'on dit d'un point de vue métaphysique relève plus de la spéculation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est par la métaphysique qu'on peut sentir en quoi la philosophie est philosophie et qu'elle procède à un dépassement des limites de la connaissance objective. Aucun savant ne se prononcerait sur Dieu, c'est très clair. La question de l'amour, la question du chagrin, la question du sens de la vie, la question de la destinée humaine sont des questions prises en charge par la métaphysique. Et vous avez absolument raison de dire que dès qu'il est question de métaphysique, on en appelle plus à ce qui relève de l'intellect qu'à ce qui relève véritablement du sensible. Mais comment la raison s'adapte-t-elle
comment elle essaie un peu de juger, d'évaluer ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas rationnel, qui est le domaine de l'irrationnel peut-être, oui. On n'est pas forcément pas dans le domaine de l'irrationnel. On est peut-être dans le domaine de ce qui, encore une fois, ne peut être saisi par les organes de sens. Mais vous savez très bien, comme nous l'avons dit, mais que l'homme, il y a en lui, mais comme ce profond besoin de métaphysique et par conséquent de spiritualité. Emmanuel Kant dit d'ailleurs, autant que je me souvienne, que l'esprit humain renonce une fois pour toutes aux recherches métaphysiques. Voilà ce à quoi on ne devrait pas s'attendre, pas plus qu'à nous voir pour ne pas respirer un air corrompu, suspendre notre respiration. Et il finit par dire, il y aura en tout temps, chez tout homme, une métaphysique que chacun se taillera à sa guise. Fin de citation. Et quand il dit une métaphysique chez tout homme que chacun se taillera à sa guise, mais ça veut dire clairement quoi? On ne peut pas se passer de métaphysique. Mais les moyens de satisfaire ce besoin métaphysique-là varient d'un individu à un autre. Certains satisferont leurs besoins métaphysiques par la prière, par le jeûne, par les actes de dévotion religieuse, d'autres par la méditation, d'autres par la philosophie, d'autres même par la création artistique, puisque même l'art a une dimension profondément métaphysique. Et surtout, la raison doit donner du respect à ce qu'elle ignore. On va parler un peu des critiques de la métaphysique. Comment c'est-à-dire, critique de la métaphysique, c'est par rapport aux philosophes qui ont établi des critiques par rapport à la métaphysique, ou bien ils critiquent la métaphysique? Ils ne critiquent pas, il y a les deux. Oui. Ça veut dire, vous avez des auteurs qui vous disent, écoutez, la métaphysique est un vain bavardage, ça ne sert absolument à rien. C'est ça. Il y en a d'autres qui attaquent la métaphysique, mais du point de vue qu'elle prétendrait à être une connaissance. Il y en a qui vous disent une connaissance métaphysique n'est pas possible. C'est la perspective, par exemple, d'Emmanuel Kant. Kant dit, tout ce que l'homme peut connaître, c'est ce qui peut être expérimenté par ses organes de sens, ce qu'il appelle entre guillemets le monde phénoménal. Mais tout ce qui appartient à ce qu'il appelle le monde nouménal, lui Kant, il dit la raison, elle s'égare et se fourvoie. Fin de citation. Quand il dit la raison s'égare et se fourvoie, ça veut dire quoi? Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir sur Dieu. Je ne peux pas m'empêcher d'interroger le sens de ma vie. Mais ce que je dis n'a jamais la valeur d'une connaissance rigoureuse. Oui. Elle ne peut être qu'une approche purement spéculative. Donc, il y a des auteurs maintenant qui vont se démarquer de la perspective de Platon. C'est pourquoi d'ailleurs il faut préciser, chez Kant, il y a beaucoup de confusion qui s'installe. Il pense que Kant rejette la métaphysique. Non, je tiens à le préciser et à le repréciser parce que c'est un contresens dans lequel les élèves tombent très souvent. Oui. Il pense que Kant rejette en bloc la métaphysique. Non, il rejette la possibilité d'une connaissance métaphysique, mais il dit clairement qu'en tant que besoin, la métaphysique est même indispensable à l'homme. Oui. Maintenant, au-delà de Platon, vous avez des auteurs tels que Descartes, vous avez d'autres auteurs tels que Hegel, bref, qui se retrouvent dans le fait d'accorder la prééminence à la pensée métaphysique. C'est justement cette importance-là accordée à la métaphysique qui va être critiquée, remise en question dans le devenir ultérieur de l'histoire de la philosophie. Les critiques les plus habituelles sur lesquelles nous insistons dans nos travaux de classe, c'est par exemple la critique des marxistes. Dans la perspective de Karl Marx et de Engels, il montre très clairement, entre guillemets, mais que la métaphysique, elle nous détourne simplement de l'essentiel. Pourquoi? Parce que Karl Marx dit, qu'est-ce qui caractérise les rapports entre les hommes? Qu'est-ce qui gouverne les relations sociales? Elles sont marquées par le règne des injustices, des inégalités, et comme il dit, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Or, la métaphysique, qu'est-ce qu'elle fait? Marx dit, elle nous coupe de cette réalité, de la nécessité de changer le monde, mais pour nous plonger dans un monde purement abstrait de concepts qui n'ont rien à voir avec les réalités matérielles dans lesquelles l'homme vit. Une anesthésie sociale. Absolument. Et donc, chez Karl Marx, il faut mettre fin au bavardage métaphysique, entre guillemets, pour développer une philosophie de la praxis, ça veut dire de la transformation et de l'action transformatrice du réel. Or, chez Marx, nous ne trompons pas, transformer le réel, c'est abolir les injustices, les inégalités, instaurer une société, comme il dit, dans laquelle il y aura un partage équitable des biens et des richesses. Oui. Au-delà de cette critique des marxistes, vous avez par exemple une critique qui nous viendrait de celui qui est considéré comme le père du positivisme, Auguste Comte. Dans positivisme, vous avez l'âge positif. Une manière de montrer, dans la perspective de Comte, qu'en fait, lorsque la science vient, l'explication rigoureuse qu'elle apporte de la réalité fait qu'entre guillemets, toutes les autres formes de connaissance, et donc
forcément la philosophie doit disparaître pour céder la place à la rigueur et à l'objectivité de l'explication scientifique. Oui. Vous avez également d'autres critiques qui viendraient d'auteurs qui appartiennent à ce qu'on appelle le cercle de Vienne, capitale de l'Autriche. C'est plus des logiciens qui, eux, disent, écoutez, lorsque vous observez les grandes phrases classiques de la métaphysique, en réalité, c'est des bavardages, c'est un divertissement grammatical, des jeux de mots, mais inaptes à dévoiler le sens et la réalité. Donc vous avez souvent ces critiques-là qui s'opposent à d'autres, comme nous l'avons dit, tels que Platon, tels que Descartes, qui considèrent que la métaphysique est l'essence même de la philosophie et lui accorde véritablement toute son importance. Et d'ailleurs, je me souviens d'une citation d'André Gide, qui est un peu un partisan de Karl Marx. Je sais